Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Ce soir, nous allons discuter de la professionnalisation des métiers de l'hygiène et de la propreté avec notre invité, Danielle Clarin, que nous allons accueillir et découvrir dans un instant. Mais avant tout, on accueille nos expertes. Bonsoir, Maëlle Félix-Henry, vous êtes directrice générale d'IRESA. Oui, tout à fait, Adsel, directrice générale d'IRESA, formatrice, spécialisée dans l'accompagnement des porteurs de projets, aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans le milieu associatif. Très bien. Amanda, bonsoir. Vous êtes notre dénicheuse de tendances et de talents sur les réseaux sociaux. Oui, bonsoir avec moi. On va parler de tout ce qui est réseaux sociaux et de la tendance sur la toile, tout simplement. D'accord. Cindy Bajazet, on vous connaît bien. Vous êtes juriste, fondatrice du cabinet Cindy Bajazet Consulting. Et avec vous, on discute entrepreneuriat. Exactement, Axel. Entre autres entrepreneuriat, puisque je suis juriste, mais je suis également formatrice en création d'entreprise. Donc, on parlera du volet entrepreneurial. D'accord. Nous avons notre chroniqueuse gastronomie et voyage, Joëlle Badralou, en duplex Skype aujourd'hui. Protocole Covid oblige. Bonsoir, Joëlle. Bonsoir à toutes. Alors, comme d'habitude, avec vous, on voyage, on découvre les bonnes tables. Tout à fait. Alors, ensemble, on va parler de tourisme et de gastronomie dans cette émission. Ouais, que j'adore votre setup, le petit canapé tranquille avec le livre de Barack Obama, Promised Land en fond, ça nous donne envie. On se retrouve dans un instant, Joëlle, et on accueille notre invité. Bonsoir Danielle Clarin, vous êtes la fondatrice et la directrice pédagogique d'IGA Global Institut. Quels sont les cœurs d'expertise de votre entreprise ? Bonsoir Axel. IGA Global Institut est un centre de formation spécialisé dans les métiers de l'hygiène, de la propreté et de la désinfection. Donc, au sein de cette structure, nous mettons en œuvre des titres professionnels du ministère du Travail. Nous mettons en œuvre aussi des CQP propreté. Nous faisons aussi de l'accompagnement VAE, c'est-à-dire la validation des acquis de l'expérience, des métiers de l'hygiène et de la propreté essentiellement. Très bien. Voilà. Alors, quand vous dites CQP, pour celles et ceux qui ne sont pas habitués aux sigles? Les CQP, ce sont des certificats de qualification professionnelle à corps de branche. Très bien. Donc, professionnels et compétences cœur métier. Comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise et de former dans ce corps de métier? Alors, fort d'une expérience de plus de 22 années, j'ai décidé de créer IGA Global Institut pour répondre à une demande forte du secteur. Et vous étiez auparavant salarié, vous avez décidé, vous nous avez dit après plusieurs années en tant que cadre dans un organisme connu en Guadeloupe de formation, vous avez décidé de passer de salarié à chef d'entreprise avec ce tournant. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir entrepreneur ? Alors, j'ai décidé de devenir entrepreneur suite à une, suite à une étude du secteur et j'ai constaté qu'il y avait des branches d'activité et des niches de formation qui n'étaient pas encore pourvues. Donc, de ce fait, j'ai décidé de créer IGA Global Institut pour mettre ces programmes de formation à la disposition de nos publics. Donc, une véritable opportunité que vous avez pu détecter. Oui, une véritable opportunité, du fait aussi que j'ai eu beaucoup de demandes concernant des salariés que je rencontrais qui me disaient qu'ils n'avaient pas de diplôme, qu'ils n'avaient pas de formation, qu'on ne parlait pas d'eux, qu'ils étaient dans l'ombre, etc. Alors, c'est un vrai problème, la formation en Guadeloupe, surtout sur des métiers comme ça que, entre guillemets, on n'a pas l'habitude de valoriser et parfois, il faut le dire aussi, qui sont sous-estimés. Voilà. Donc, particulièrement, les métiers de l'hygiène de la propreté sont des métiers qui ne sont pas très valorisés, je dirais même décriés. Et justement, l'essentiel pour IGA Global Institut et notre objectif phare, c'est de valoriser ces métiers, faire entendre parler des agents de propreté de Guadeloupe et conduire ces gens-là vers des certifications et les professionnaliser. Très
Très bien. Alors, vous étiez donc salarié à la base. J'imagine, c'est pas que j'imagine, on le sait, devenir chef d'entreprise, ça arrive avec un certain nombre de défis, pour ne pas dire difficultés. Quels sont ces défis que vous avez rencontrés et du coup, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour les contourner? Alors, premier défi, c'était pour moi de trouver le nom qui correspondait à l'objectif que je voulais définir. IGIA, qui veut dire déesse de l'hygiène. Global, proposition globale sur les 3 axes, c'est-à-dire compétences, mais aussi savoir-faire et savoir-être. Donc, institut, lieu où on va trouver tous ces référencements. Alors, Voilà. en termes d'autres défis, j'imagine qu'à un niveau personnel aussi, Oui. sortir de sa zone de confort, de Exact. salarié, se mettre Donc, en avant. Se mettre en avant, comment dirais-je, se mettre en avant, allier vie professionnelle et vie personnelle, pas toujours évident, mais c'est ça le plus gros défi, c'est Alors, allier ces deux choses. Justement, comment vous avez fait pour pouvoir passer de ce côté salarié où il y avait peut-être une espèce de confort routinier et on devient chef d'entreprise, il faut allier les deux. Quelles sont les stratégies mises en place pour pouvoir parvenir à ne serait-ce qu'un semblant d'équilibre? Parce qu'on sait tout autour de cette table que ce n'est pas toujours évident. Alors, la première chose que j'ai pu faire, c'est déjà d'en parler au niveau de ma famille, au niveau aussi de mon foyer, avec mes enfants, mon époux et toute ma famille, pour leur dire, voilà, je me lance dans cette activité, qu'en pensez-vous? Et j'aurai à un certain moment besoin de vous. Donc, tout le monde s'est engouffré en fait dans ma proposition, dans mon projet, et ils m'ont dit, allez Daniel, on t'accompagne. Donc, moi, je dirais essentiellement, ce défi, j'ai pu le relever. Malheureusement, il n'est plus là. Mais grâce à mon père, je le dirai haut et fort, c'est grâce à lui parce qu'il m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit, tu connais ton métier, vas-y, et ce métier-là est fait pour toi. Très bien, effectivement. Voilà. C'est vrai qu'on en parle souvent ici, qu'il faut être bien entouré. Oui. Et est-ce que vous êtes fait accompagner également d'experts dans la mise en place et le lancement de votre projet, la formalisation également? Oui, je me suis fait accompagner par la Riviera du Levant, qui m'ont accompagné sur une formation de 35 heures que j'ai pu réaliser et qui m'a été très profitable sur le plan personnel, mais aussi dans le lancement de mon projet. Et puis, j'ai eu aussi une amie qui était consultante en création d'entreprise qui m'a donné un sacré coup de main. D'ailleurs, que je remercie. Excellent. Mais comme quoi, l'entourage, c'est très important. Oui. Alors, j'ai vu aussi que vous êtes dans votre prospectus à la tête d'une équipe de 3 femmes, 3 jeunes femmes en plus. On dit souvent que ça peut être compliqué parfois de travailler en équipe avec des femmes. C'est un stéréotype, un cliché qui a la peau dure. Qu'en pensez-vous? Ben effectivement, j'ai souvent entendu ça. Daniel, tu vas te lancer avec 3 femmes, fais attention, etc. Donc moi, ça ne m'a pas beaucoup inquiétée dans la mesure où j'avais défini dès le départ là où je voulais y aller et surtout ce que je ne voulais pas. Donc on s'est posé, je leur ai expliqué ma stratégie, mon objectif et je leur ai demandé est-ce qu'elles sont en capacité d'atteindre ces objectifs avec moi. Donc les choses étaient claires dès le départ. Dès le départ. Donc une fois qu'on avait fixé les règles, on avait fixé les objectifs, on a défini les moyens de les atteindre, après les choses se sont bien passées. Très bien. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez choisi ces profils? Est-ce qu'il y a certaines qualités, compétences qui ont attiré votre attention plus que d'autres chez vos collaboratrices? Oui, alors ma responsable administrative, je l'ai choisie pour son dynamisme, pour sa clarté d'esprit,
pour aussi sa gentillesse, parce qu'elle fait aussi la fonction d'accueil dans l'entreprise. Et la formatrice, Madame Joseph, je l'ai choisie pour son professionnalisme, son expérience et sa capacité de se dépasser. Très bien. Parce qu'elle aime beaucoup, elle s'intéresse à tout ce qui est nouveau, elle veut se former en permanence et elle a une veille très importante sur le secteur. C'est important quand on est un formateur de pouvoir se renouveler, effectivement. Exact. Et là, je vois Maëlle Félix-Henri qui acquiesce puisqu'elle est également formatrice dans d'autres domaines. De centre de formation. Et responsable de centre de formation, tout à fait. Alors, revenons à votre cœur d'expertise, la formation au métier de l'hygiène, de la propreté et de la désinfection. On n'imagine pas, mais ce sont des métiers très techniques en vous entendant parler. Ah oui, l'hygiène et la propreté, ce sont des métiers très techniques, contrairement à ce qu'on voudrait faire comprendre. L'hygiène et la propreté, ce ne sont pas seulement les techniciennes de surface que vous rencontrez dans les supermarchés, mais l'hygiène et la propreté aujourd'hui va jusqu'au bac+5. Ah oui. Nous avons besoin d'opérateurs, certes, mais nous avons besoin également d'encadrants, nous avons besoin aussi de responsables qualité dans ces secteurs. Et pour pouvoir travailler dans ces secteurs, il faut aimer l'autre. C'est important parce que je crois que c'est important de le dire et de nous expliquer véritablement ces métiers, Daniel Clarin, puisque souvent on a l'impression que ces métiers font partie de ces métiers un peu dégradés, sous-estimés, sous-valorisés, et que l'on dit à nos enfants, voilà, si tu n'apprends pas à l'école, si tu n'es pas sérieux, tu vas finir femme de ménage, agent d'entretien, etc. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à celles et ceux qui disent ça? Ce sont des métiers d'avenir? Oui, effectivement. D'ailleurs, la crise sanitaire nous l'a bien prouvé. L'hygiène et la propreté, c'est un secteur en pleine explosion et aussi en plein développement, surtout sur le secteur de la région de la Guadeloupe. Donc, à aujourd'hui, un jeune qui se lance dans ce secteur peut très bien travailler et trouver sa voie. Mais seulement, il faut être sérieux, il faut y mettre du sien. Et dans ces métiers, on peut trouver sa place facilement. Ça, je le dirais. Mais surtout, si on se lance dans ces métiers, il faut savoir ce qu'on veut. Très bien. Alors, vous nous disiez que ça peut aller jusqu'au bac+4, 5, pardon, bac+5. Pouvez-vous nous parler plus en détail de ces différentes opportunités, différents métiers qui existent dans ce secteur? Voilà. Donc, dans le domaine de l'hygiène et de la propreté, nous avons, par exemple, on démarre par une formation de CAP, agent de propreté et d'hygiène, qui sur le territoire est dispensé par le lycée des métiers du lycée du Moule. Et nous avons aussi des titres professionnels de niveau 3 qui sont dispensés aussi par des centres de formation. Donc, et après, nous avons aussi le bac professionnel, métier de l'hygiène, et nous avons le BTS aussi, métier des services à l'environnement. Et après, nous avons le TCN 6 et le TCN 7. Alors, TCN. Alors, titre de certifié de niveau 6, qui permet à ces personnes d'être des responsables de services d'hygiène dans les centres hospitaliers, dans les EHPAD, là où l'hygiène est importante. On peut aussi trouver ces métiers-là dans des grandes chaînes alimentaires, dans des lieux de fabrication aussi alimentaire, par exemple dans les usines comme GMA, très bien, etc. Et nous avons le TCN 7 qui permet d'atteindre le niveau de responsable d'agence, de dirigeant dans les métiers de l'hygiène et de la propreté. Très bien. Alors, ce qui veut dire que ce sont des métiers, au final, où les normes et standards sont très importants. Ah oui, les normes et standards sont très importants. D'ailleurs, j'en veux comme preuve parce que pour pouvoir exercer aujourd'hui une activité dans l'alimentaire, et dès qu'on est en contact avec le milieu alimentaire, il vous faut absolument passer l'HACCP, une formation pour analyser les risques et dangers en milieu alimentaire. Donc, à aujourd'hui, l'hygiène est en train de prendre un essor et très honnêtement, je conseille à beaucoup de personnes de s'orienter dans l'hygiène parce que c'est un métier d'avenir. Très bien. Donc, du coup, ce qu'on comprend en vous entendant parler, c'est qu'on ne devient pas un
un agent dans ce milieu de l'hygiène, de la propreté, de la désinfection en faisant le ménage comme chez soi. Ah non, pas du tout. Donc l'hygiène et la propreté, moi je conseille toujours aux gens de se former parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. En commençant, la première porte d'entrée, c'est la culture sur la profession, découvrir le métier et connaître en fait ce qu'on attend de nous en tant qu'agent de propreté et d'hygiène, mais aussi tout l'aspect technique lié à l'hygiène, tout l'aspect technologique parce que nous avons pas mal de machines à utiliser, mais on a aussi tout l'aspect de la microbiologie. Souvent, on n'en parle pas. Un aspect méconnu d'ailleurs, il faut faire attention aux risques chimiques, les mélanges des produits, que ça ne donne pas des mélanges explosifs. Donc, tout l'aspect chimique, tout l'aspect technologique, je dirais aussi la partie technique professionnelle qui est le savoir-faire, compétences, cœur métier, mais l'essentiel de l'hygiène passe par, je dirais, à 45% par les savoirs. Hein. Les savoirs, parce qu'il nous faut aussi connaître les conditions physico-chimiques des revêtements, des surfaces, avec l'évolution architecturale. Tous les bâtiments changent, les supports changent, les normes ne sont plus les mêmes, les personnes même à l'intérieur des locaux deviennent de plus en plus exigeants, les personnes deviennent fragiles. Il faut connaître les produits adaptés à chaque situation, connaître aussi le matériel adapté, connaître aussi, je dirais, tout un tas de choses, parce que la propreté, elle n'est pas que physique, ce que l'on voit. Elle est chimique, elle est bactériologique, elle est olfactive aussi. Donc c'est un vrai domaine. Hein, ah oui, là vous me parlez et j'entrevois tous les champs des possibles et je me rends compte qu'au final c'est un champ de métier qui a vraiment été dévalorisé et trop sous-estimé puisqu'on ne se rend pas compte au final de tout ce que vous déployez au quotidien. Quels sont vos clients justement, puisque vous formez des agents, j'imagine que certaines organisations font appel à vous. Quelle est votre typologie de clientèle? Alors, nous avons, par exemple, des crèches qui ont un agent de propreté et qui souhaitent le former. Parce que nous aussi, mis à part les formations professionnelles, nous mettons en œuvre de la formation continue pour répondre à des demandes sur mesure de nos clients. Nous avons des crèches, nous avons aussi des établissements scolaires, comme le rectorat, comme les établissements privés. Par exemple, la Persévérance, ils font appel à nous pour former leur personnel, faire une formation sur mesure. Parce que dernièrement, nous avons mis en place une formation pour un responsable de produits d'entretien qui est chargé de passer des commandes et gérer les stocks. Donc tout ça fait partie aussi des compétences dans l'hygiène et la propreté. Nous avons aussi comme client, par exemple, une entreprise de sécurité bien connue, je ne vais pas citer le nom, bien sûr, et qui a fait appel à nous pour former son salarié. Nous avons aussi des demandeurs d'emploi avec lesquels nous travaillons. Très bien. Voilà, les entreprises aussi de propreté, les entreprises privées et aussi des particuliers qui viennent nous voir. Nous voulons faire une formation dans l'hygiène et la propreté. Très bien. Donc, on retient que vous formez tant bien les particuliers que les professionnels également, donc les entreprises qui vont nettoyer l'aéroport, les grandes surfaces, les hôpitaux, j'imagine, font aussi appel à vous. Et également aussi, nous avons des chefs d'entreprise qui veulent se former avant d'ouvrir une entreprise de propreté. Très bien. Et nous avons aussi dernièrement eu à répondre à une demande d'entreprise qui vend des produits de nettoyage. Donc tout ça aussi, vendre les métiers de l'hygiène de la propreté, on n'est pas que dans l'opérationnel. On peut aussi être dans la vente, avoir une bonne connaissance en hygiène et propreté, maîtriser le matériel, les produits, les supports et devenir un excellent commercial en hygiène et propreté. Très bien, donc c'est toute une chaîne en fait de plusieurs métiers. Voilà. Donc les opportunités sont vraiment variées, diverses. Voilà. Excellent. Alors, donc vous êtes centre de formation. Quels sont les dispositifs que l'on peut mettre en place avec vous pour pouvoir financer les formations que vous proposez? Alors, pour financer ces formations, nous avons des personnes qu'on appelle les particuliers payeurs, qui payent eux-mêmes. Nous avons aussi le Pôle emploi qui peut aider en fait à financer ces formations, la mission locale, les OPCO, la région aussi et le département et quelquefois
quelquefois d'autres organismes de financement privé. D'accord, très bien. Alors, ma dernière question, puisqu'on est en plein contexte Covid, on en a parlé rapidement tout à l'heure, on l'a dit, ce sont des métiers qui en général sont sous-estimés ou invisibilisés également. Est-ce que cette crise Covid, ça a été une véritable opportunité pour votre entreprise ? Oui, parce que nous avons eu pas mal de demandes dans ce sens-là pour les personnes qui, dans la première vague de Covid-19, nous avons eu énormément de demandes de formation en ce sens-là. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur du Covid et ne savaient pas comment intervenir sur le lieu de travail, le poste de travail. Et nous leur avons été d'une grande aide. Très bien, très bien. Alors du coup, Danielle Clarin, rappelez-nous où est-ce qu'on peut retrouver sur les réseaux IGIA Global Institute? Alors, IGIA Global Institute a un site internet, IGIA Global Institute. Nous avons aussi une page Facebook, nous avons une page Instagram et une page LinkedIn avec IGIA Global Institute, simple en 3 mots. Très bien, merci beaucoup. Je vois les filles qui ont été très attentives, qui ont souvent acquiescé. Alors, je vais déjà me tourner vers la professionnelle de la formation que vous êtes, Maëlle Félix-Henry. Que pensez-vous de cette démarche de Danielle Clarin et d'IGIA Global Institute? Alors effectivement, on voit qu'il y a une réelle étude du marché qui a été faite et ça c'est fondamental puisque trop souvent on parle sur des offres de formation qui ne collent pas aux réalités du territoire ni aux besoins. Et donc là on est sur une vraie offre de formation qui permet justement une insertion professionnelle rapide et c'est ce qu'on attend d'un centre de formation et des offres qu'elle propose puisqu'effectivement notre objectif c'est de favoriser l'insertion professionnelle et aussi de développer les compétences des personnes qui sont déjà dans un corps de métier et qui veulent aller plus loin et avoir des offres de formation jusqu'au Bac+5, c'est très très bien, vraiment c'est une belle expérience je pense qu'on peut vivre au sein de votre centre. C'est vrai. Alors, j'ai vu Amanda qui acquiesçait à plusieurs reprises avec un large sourire. Vous appréciez la démarche? J'aime beaucoup la démarche puisqu'on a dépassé les idées reçues de ces métiers qu'on ne valorisait pas forcément. Aller au niveau des diplômes, je dirais, je trouve ça très bien pour des gens qui disent souvent je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas faire tel métier alors qu'il y a la formation continue. Donc je trouve ça très très bien, on dépasse tout ça. Cindy Bajazet, alors j'ai vu également que vous étiez attentive à la démarche et aux explications de Danielle Clarin. Vous qui accompagnez les porteurs de projets et les chefs d'entreprise, quelle est votre analyse de son initiative? Je trouve que c'est une très belle démarche puisque je le dis souvent, il est important de se faire accompagner lorsqu'on décide de créer une entreprise et quelle que soit l'entreprise qu'on décide de créer. Il y a des entreprises qui ont besoin justement d'être encadrées, des personnes qui ont besoin d'être encadrées. Il y a des activités qui requièrent justement un certain nombre d'informations. Il est important et ce centre de formation est justement prédisposé à offrir ces services à ces personnes qui pensent que parce que leur activité n'est pas réglementée, elles n'ont pas l'obligation d'être formées. Il faut se former à tous les niveaux et justement c'est bien en fait, je pense que nous toutes, même à titre professionnel, on se forme, on est toujours à la page, en tout cas on remet les idées en place, on remet les informations en place pour pouvoir justement dispenser une expertise à jour à nos clients. Donc c'est une belle initiative. Félicitations Danielle. Bon, en tout cas, on a découvert, en tout cas avec vous, Danielle, qu'il y a des expertises vraiment poussées derrière tous ces métiers, qu'il ne s'agit pas juste vulgairement de prendre un seau à serpillière et de passer la serpillière. Tout à fait. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle découverte. On rappelle que vous êtes la directrice pédagogique et la fondatrice d'IGIA Global Institute et que l'on peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Félicitations encore pour votre entreprise et bon succès. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, on se retrouve dans un moment après la pause publicitaire avec nos chroniqueuses.
Bienvenue dans cette seconde partie des experts au féminin avec nos chroniqueuses de chic et de choc comme d'habitude. Maëlle, de quoi allez-vous nous entretenir ce soir? Alors ce soir, nous serons sur le volet numéro 2 lié aux associations et nous allons mettre en avant le DMJ, le dispositif Média Jeune. Très bien. Et vous, Amanda? Alors ce soir, nous allons parler de l'endométriose, pardon. D'accord, qui a été proclamée longue maladie par le gouvernement. Et je sais que Joël, qui est en duplex avec nous, eh bien, va discuter de comment réenchanter les métiers de la restauration. Mais avant tout cela, on se tourne vers vous, Cindy Bajazet. Avec vous, nous allons recevoir Bénédicte Baker, anciennement connue comme la Fée Pipelette, pour discuter d'un sujet qui vous tient à cœur. Alors aujourd'hui, nous allons décrypter le métier d'influenceur, puisqu'il s'agit d'un nouveau métier qui a été créé il y a à peu près une vingtaine d'années avec la naissance d'Internet. Et Bénédicte, en fait, va nous parler de son parcours et puis de son quotidien, puisqu'on entend beaucoup parler de ce métier d'influenceur. Mais qu'est-ce qu'un influenceur? Nous allons tout simplement, avant de l'accueillir, donner la définition. Un influenceur, c'est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, a un impact, a une influence justement sur sa communauté qu'on appelle les internautes et sur leur choix vis-à-vis en fait de l'achat. Donc beaucoup en fait de personnes aujourd'hui décident d'en faire une activité, que ce soit principale ou un complément de revenus. Il faut également savoir que pour pouvoir embrasser cette activité, ce métier, parce que c'en est un, à partir du moment où vous vous procurez un revenu, il s'agit en fait de métier. Et pour pouvoir justement en faire son métier, il faut être déclaré, il faut créer une entreprise et être immatriculé, donc détenir un numéro SIRET. Alors il ne s'agit pas d'une activité réglementée, on n'a pas besoin d'avoir de certification, de diplôme, d'expérience professionnelle, mais comme on aime à le dire ici très souvent aux experts, il faut quand même être entouré et il faut être formé pour pouvoir proposer cette activité à ses clients. Voilà, donc nous allons accueillir Bénédicte Baker en duplex. Bonsoir Bénédicte. Bénédicte, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Bénédicte, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Oui, bien sûr. Je suis Bénédicte Baker, anciennement connue sous le nom de la Fée Pipelette. Alors actuellement, j'ai deux casquettes, celle de l'animation ainsi que celle de la communication. Donc je suis chroniqueuse radio, animatrice, et puis j'ai aussi cette agence de com qui gère le community management et le consulting de certaines enseignes. Bénédicte, qu'est-ce qui a été le déclencheur chez vous? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être dans le monde entrepreneurial, dans l'aventure des réseaux sociaux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis lancée en 2015. À ce moment-là, l'étiquette influenceur, l'étiquette, voire c'était plus l'étiquette blogueur qui était en vogue à ce moment-là, mais on ne savait pas exactement ce qu'était en Guadeloupe un influenceur. Je crois que le terme n'existait pas encore. Et donc, moi, je me suis lancée vraiment dans un souci d'avoir une plateforme d'expression pour moi, parce que j'avais beaucoup de choses à dire à cette période. Donc, j'ai commencé par la voie de YouTube, où j'ai pu monter quelques vidéos qui ont bien fonctionné, puisque ça fait... j'ai des vidéos qui sont montées à 80 000 vues, quelque chose comme ça. Et j'ai vite bifurqué par la suite sur Instagram, surtout, et sur Facebook. Voilà. D'accord. Alors, Bénédicte, en préparant l'émission, j'ai été très très étonnée puisque vous m'avez en fait indiqué que vous ne vous considérez pas comme un influenceur. Alors, pourquoi et comment vous considérez-vous et quelle est votre définition de l'influenceur? Alors, si être influenceur, effectivement, c'est avoir une communauté, avoir des personnes qui like des photos, qui aiment votre contenu et effectivement qui s'expriment sur les réseaux, alors oui, je suis influenceuse. Maintenant, je ne dirais pas que je ne suis pas influenceuse. Je pense que c'est une étiquette qui me collera toujours, puisque à travers mes réseaux sociaux, c'est vrai que j'arrive à fédérer autour d'une discussion ou d'un produit ou voilà. Donc, dans ce cadre-là, oui, je reste une influenceuse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs axes. Le mot influenceur a été très galvaudé. Donc, il y a un certain dégoût du mot influenceur par les influenceurs. Ensuite,
je ne me considère plus étant uniquement comme influenceuse, c'est-à-dire que de mon expérience d'influenceur sont nées plusieurs casquettes que j'ai pu alimenter. Donc du coup, maintenant, c'est vrai que vous allez voir que beaucoup d'influenceurs qui ont commencé de la sorte sur les réseaux sociaux ont pris une impulsion pour pouvoir s'ouvrir à d'autres domaines, et c'est mon cas. Et voilà, dans mon cas, donc j'ai cette casquette d'animatrice et aussi experte en communication à présent. Voilà. Pour la petite explication. Vous nous avez dit que vous avez commencé sur YouTube, mais quels sont les autres réseaux sociaux que vous utilisez, puisqu'on sait que les influenceurs, par exemple, sont présents beaucoup sur Instagram. Est-ce votre cas? Tout à fait. Instagram, en général, Instagram, Facebook, Snapchat également sont effectivement les 3 réseaux sociaux que j'utilise principalement. D'accord. Et quelle est l'audience que vous ciblez en tant que Bénédicte Baker maintenant, puisque vous n'êtes plus, c'est anciennement la Fée Pipette, mais quelle est votre audience? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai 2 cibles qui sont totalement différentes, puisque mon activité sur la radio me permet de générer, de drainer une cible, une population qui est de l'ordre des 40, 65 ans, voire 70 ans, puisqu'il s'agit voilà, d'une radio locale, populaire, qui est très écoutée par cette tranche. Donc, via le réseau social Facebook, je dispose effectivement d'une communauté qui a cette cible. Et sur Instagram et sur Snapchat, je vais drainer une communauté âgée entre 17 ans et 35, 44 ans. D'accord. Vous venez de dire que vous êtes également chroniqueuse sur une radio. D'ailleurs, la question que je vais vous poser a fait l'objet d'une thématique la semaine dernière avec Jenny Paulin, que vous connaissez très bien. Comment vous arrivez à conjuguer vie privée et vie professionnelle, Bénédicte? Alors, on va dire que le maître mot, c'est l'organisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun jour ne se ressemble. Il y a des jours qui sont beaucoup plus fastes que d'autres, oui, c'est vrai. Après, à travers mon activité, je joins souvent l'utile à l'agréable. Donc, c'est une question de répartition du temps, de gestion d'organisation. Alors, c'est vrai que, par exemple, pour ce qu'on appelle les vacances scolaires au mois de décembre, je serais pas forcément, j'aurais pas la disponibilité d'une personne voilà, qui a un emploi du temps lambda, par exemple, de fonctionnaire, parce que je serais beaucoup plus réquisitionnée à cette période. Mais c'est une question d'élaboration, d'organisation et puis de constance aussi. Voilà, il faut être structuré tout simplement, je pense, comme tout, hein, comme tout métier, toute activité. D'accord. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui estiment qu'être influenceur, ce n'est pas un vrai métier? Ce qu'il faut savoir, c'est que alors moi, je vais surtout parler de ce qui se passe en Guadeloupe, puisque effectivement, je crois qu'on y était allé vraiment à tâtons au début. C'est vrai qu'en 2015-2016, les choses n'étaient pas encore bien structurées, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous passez énormément d'énergie, du temps, où vous appliquez certaines méthodes, où vous vous formez, où vous essayez effectivement de délivrer un travail, oui, là, effectivement, il s'agit d'un métier. Le point sur lequel aussi je voulais accentuer, c'est que beaucoup d'enseignes et de marques ne savent pas exactement par quel bout prendre ce métier d'influenceur. Il y a une certaine légèreté qui est connotée au métier d'influenceur, qui fait que les gens n'arrivent pas à bien saisir la matière même de l'influence. Or, il s'agit réellement d'un travail, puisqu'en général, on collabore avec des enseignes avec qui on propose en général des stratégies. Il y a beaucoup d'influenceurs qui, d'ailleurs, se sont lancés dans la stratégie carrément de communication de marque, parce que l'influenceur est là pour ça également. Créateur de contenu, mais tout derrière, il y a une stratégie pour pouvoir aussi toucher une certaine cible ou promouvoir un produit ou une enseigne. Voilà. Effectivement, de marque, d'enseigne. Pour vous, qu'est-ce qui est primordial? Quelle est votre éthique quand vous acceptez de collaborer avec des marques? Moi, ce qui est déjà très important, c'est que la marque, elle me connaisse.
Je peux recevoir des mails où je vois tout de suite que la personne ne connaît pas mon univers, qu'elle n'est pas attentive à ce que je publie, à qui je suis, à ce que je peux véhiculer comme message également. Et ça, c'est très important. Je pense que la première chose, lorsqu'une enseigne me contacte, je cherche vraiment à savoir si elle me connaît. Ensuite, si je colle avec l'univers de cette enseigne, si on peut se fondre tous les deux pour donner quelque chose de cohérent, parce qu'il est vrai que bien souvent, on peut effectivement avoir un influenceur sur une action et on ne comprend pas forcément. Il y a quelque chose qui n'a pas été étudié, et je pense que ça demande vraiment de se pencher dessus. Et puis, bien évidemment, ce que j'apprécie beaucoup de la part des marques, c'est le fait qu'on me demande comment tu travailles, quelles sont tes conditions, parce qu'encore une fois, ça reste peut-être méconnu. Je sais qu'il y a des enseignes qui marchent sur des œufs, et je préfère effectivement des marques qui marchent sur des œufs plutôt que des marques qui te disent on veut collaborer avec toi, on va t'envoyer ça et puis tu en parles. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment en tant qu'influenceur, on a aussi ce rôle d'éducateur de nouveaux métiers. Voilà. Alors, avant de nous quitter, dernière question, Bénédicte. C'est une question que je pose à toutes les personnes justement qui font le jeu du question-réponse au sein des experts au féminin. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes qui décideraient de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, et quel que soit le domaine? Quel que soit le domaine, d'accord. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je me suis rendu compte à quel point il était important de se structurer, d'avoir je vais vous citer un exemple, des plaquettes commerciales, d'avoir quelque chose de tangible pour pouvoir l'amener à un niveau autre que vous-même, à pouvoir le présenter à des prospects, par exemple. Avoir des plaquettes, quelque chose de solide, votre image est très importante à exploiter. Tout ce qui est communication, marketing, je crois que c'est quelque chose qui est devenu très très important, l'image. Ensuite, je dirais se former, faire des formations, se renseigner, questionner aussi des personnes aussi qui sont également dans le même milieu que vous. L'audace, pour moi, ça a payé sur beaucoup d'opérations. Donc, je pense que savoir aller là où personne n'est allé, c'est important. Alors, le pendant, j'ai envie de dire, de l'audace, c'est la peur. Mais qu'est-ce qu'on risque après tout? Si on n'a pas tenté, on ne pourra pas savoir. Et j'ai envie de dire aussi, bien sûr, s'entourer, se faire son réseau. J'ai vu à quel point c'était important. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Axel, bien sûr, avec Caribbean Boss Lady. Et moi, j'allais mettre en premier la passion. Mais la passion, c'est bien de l'avoir. Mais si on n'a pas tout ça autour, tout ce que je viens de citer autour, la passion ne va pas suffire. Voilà, pour ma part. Bénédicte, où pouvons-nous vous retrouver? Donc sur les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est bien ça? Exactement. Je suis, pour les nommer, donc Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube également. Vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne, LinkedIn également, Bénédicte Baker. Voilà, je vois que c'est écrit, donc je vous invite à me suivre. Merci beaucoup, Bénédicte, et peut-être à bientôt. Merci aux experts féminins. Merci beaucoup Bénédicte, à très vite, et on continue de la suivre. Alors c'est vrai qu'elle fait partie de ces influenceuses réellement professionnelles dans la blogosphère guadeloupéenne, caribéenne, que j'apprécie particulièrement puisqu'elle a un univers qui est authentique. On sent que c'est elle, que ce n'est pas un pâle copier-coller de choses qu'on peut retrouver ailleurs. Alors moi j'ai quelque chose, je vais mettre le pavé vraiment dans la mare. Je vois que vous rigolez déjà. Je ne sais pas pour vous, mais je suis un petit peu, on va dire les choses très cash, un peu saoulée par beaucoup de gens qui se déclarent influenceurs, qui n'ont peut-être encore rien réalisé de concret, de tangible, qui n'ont pas d'expertise véritable à faire valoir et qui pensent qu'en prenant juste 2 ou 3 jolies photos sexy, eh bien, on se déclare influenceur expert. Je regarde Maëlle parce que vous êtes la formatrice, la professionnelle des professionnels sur ce plateau. Qu'en
pensez-vous? Effectivement, c'est un métier. Donc, il est vraiment nécessaire de prendre le temps de comprendre les codes de ce domaine d'activité. Et ça passe, entre autres, par la formation. Mais j'ai envie de dire que surtout, il faut analyser les besoins. J'en ai parlé tout à l'heure et c'est encore valable. Parce qu'effectivement, une marque a un besoin, a une cible à toucher et il s'agit de mettre en place une véritable stratégie. Et pour cela, il faut vraiment se poser et réfléchir. Il ne s'agit pas que de poster des photos, de faire des vidéos. C'est vraiment toute une étude. Et effectivement, quand on est spécialiste en communication, on se rend bien compte qu'il y a du travail derrière. Oui, c'est du boulot. Et Bénédicte Becker disait quelque chose d'intéressant, Cindy, la formation, mais également la façon dont les marques, les enseignes, peuvent aborder les influenceurs et les influenceuses. On a vraiment ce cliché autour des influenceurs qu'il s'agit juste d'espèces de pour les femmes, des poupées. Voilà, des poupées, ou encore ce sont des enseignes publicitaires à taille humaine et qu'on leur propose juste, voilà, je vous donne enfin un échange marchandises et puis ça fonctionne, mais il y a des influenceurs et des influenceuses qui entrent dans ce jeu-là et qui sont malheureusement qui sont beaucoup sur le paraître, et au final ce n'est pas un modèle économique viable. Quel conseil auriez-vous justement pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le marketing d'influence, parce qu'il faut le dire, derrière c'est marketing, c'est un métier et qu'il faut pouvoir en vivre et qu'on ne mange pas avec de la visibilité, de l'exposition, ni encore même des vêtements qu'on vous prête. Comme elle le disait, c'est une étude de marché comme dans toute activité. En fait, on ne peut pas se réveiller un matin et puis s'autoproclamer influenceur. Il y a tout un panel de choses à mettre en place. Si on est influenceur, il y a une image, derrière il y a des photos, où c'est fait par un professionnel, où il faut acquérir du matériel. Enfin, moi je pense qu'il y a une checklist à faire, comme dans tout, pour pouvoir débuter. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez, Axel, le problème c'est qu'on est dans un monde où on a l'impression que tout est facile d'accès. Aujourd'hui, on se déclare footballeur professionnel, demain on s'autoproclame, je ne sais. Non, Bénédicte le disait, il y a aussi la passion du métier, mais en dépit de la passion, en plus de la passion, en complément de la passion, il faut se former et puis il faut se dire aussi, est-ce que sur le marché, il y a une demande? On ne peut pas arriver quelque part et dire qu'on va faire quelque chose. Donc, beaucoup aujourd'hui décident effectivement de se lancer. Et puis, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui et qui a été la thématique, le sujet de ma première intervention. On est sur les réseaux sociaux. Ça peut être très bien, mais ça peut être aussi dangereux. On a ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Donc, toutes les personnes en fait qui aujourd'hui décident de se lancer dans cette belle aventure doivent en fait prendre la portée de ce que c'est. Et on en parlait d'ailleurs avant l'émission, toutes les quatre, et on parlait en fait de cette influenceuse qui malheureusement s'est suicidée il y a à peu près en décembre. Donc voilà, c'est tout. Il y a pas mal de choses à prendre en considération avant de se lancer, que ce soit dans le métier d'influenceur, que ce soit dans un autre. Donc à tous les jeunes et surtout toutes les jeunes filles qui me regardent, parce qu'il n'est pas, voilà, on sent même que les jeux d'enfants ne sont plus les mêmes. Avant, quand on était enfant, on voulait devenir maîtresse d'école. Aujourd'hui, même ma nièce, elle prend son micro et puis elle joue à ça, c'est très bien, mais il faut prendre l'impact de ça et moi je suis contente aujourd'hui de dire que oui, il y a certaines personnes qui discréditent, mais c'est un métier. À partir du moment où on en tire un revenu, il s'agit d'un métier. Alors un métier, mais on doit en fait le faire convenablement, s'entourer, et Bénédicte l'a dit, et ça ce sont des mots qui reviennent. Elle a parlé de ça, elle a dit qu'il faut être entouré, il faut être passionné, il faut être formé, l'image compte, enfin tout ça pour pouvoir donner quelque chose de bien et dispenser une expertise de qualité à ses clients. Effectivement, c'est un métier où la matière première c'est l'humain. Exactement. Avant tout, et on s'expose quand on est influenceur, qu'on expose des choses sur les réseaux sociaux, et il faut faire attention également, et je crois aussi que dans la façon d'aborder les collaborations avec les influenceurs, il faut également avoir un minimum de savoir-être, de tenue, de retenue, et se dire que ces personnes qui font de l'influence, du marketing d'influence leur métier, eh bien ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche et de vêtements qu'on leur porte, qu'on leur prête, ou de maquillage qu'elles vont montrer sur les réseaux. C'est dit, Axel. Ça c'est dit.
Maëlle, avec vous, nous allons discuter du DMJ, une association que l'on commence à bien connaître en Guadeloupe. Oui, tout à fait. Le DMJ, c'est le dispositif Média Jeune qui existe, tenez-vous bien, depuis 20 ans. Déjà? Ça fait 20 ans qu'ils sont sur les territoires et qu'ils œuvrent pour fédérer en fait tous les acteurs associatifs qui œuvrent pour la jeunesse. Donc c'est vraiment un très beau réseau où il y a énormément de forces vives qui sont vraiment en action au quotidien ou en tout cas très régulièrement puisqu'ils ont des séances de permanence. Même avec la crise, on est passé sous de la hypermanence. Ils sont très actifs, très méritants et je tenais ce soir à les valoriser. Très bien. Et donc, vous avez 2 invités en duplex par Skype. Pouvez-vous nous les présenter? Tout à fait. Nous avons 2 jeunes qui sont en mission de service civique et qui, en fait, sont des acteurs engagés depuis très longtemps. Donc, nous avons la joie d'avoir un jeune homme et une jeune femme pour la parité excellente que nous allons découvrir. Très bien. Bonsoir Roveline, bonsoir Jude, je suis ravie de vous accueillir ce soir sur le plateau des experts au féminin. Nous allons justement pouvoir vous présenter les actions que mène le DMJ. Alors Roveline, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, Roveline Damas, te présenter et puis nous passerons tout à l'heure à Jude. Alors, bonsoir, je me présente Roveline Damas, je suis relais jeunesse au sein du réseau DMJ. Alors, le réseau DMJ est un ensemble d'associations qui réunit les jeunes pour valoriser leurs actions et leurs quartiers et leurs associations. Et puis, par la suite, ma mission à moi consiste à favoriser la mixité sociale. Donc, la mixité sociale consiste à faciliter la rencontre et l'interaction des habitants. D'accord, très bien. Jolie mission au sein du DMJ, tu nous en diras plus tout à l'heure. Alors, Jude Cancel, nous vous laissons vous présenter. Oui, donc, moi, le disais, donc, je suis Jude Cancel, donc un relais jeunesse également des médias jeunes. Donc, je suis donc à la coordination et également donc dans la partie management, donc au sein du réseau. C'est-à-dire que dans les actions, je fais les mises en relation avec les partenaires par rapport justement au plateau également et par rapport au relais tout simplement. Ok, super. Alors, vous êtes des jeunes très engagés pour la vie en société au sein de vos associations et au sein du réseau DMJ. Le réseau existe depuis 20 ans. J'aimerais qu'on revienne justement sur un peu les actions que vous avez déjà menées, tout ce que vous avez déjà pu faire. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter les gros temps forts qu'a déjà eu le DMJ auparavant sur les 5 dernières années? On va peut-être pas remonter aux 20 ans. Alors, ce que nous avons, j'ai eu l'occasion en fait de participer au séminaire où nous avons appris plusieurs choses, surtout moi qui est dans la mixité sociale. Donc, j'ai pu apprendre les 10 modules de formation de l'instant jeunesse, oui, voilà. Et je complète, donc il y a des séminaires, l'instant jeunesse. Également, on a aussi donc, réalisé les quantités que l'on avait d'ailleurs effectuées. Donc, c'était direct des plateaux où il y avait justement différents acteurs jeunesse. On fait régulièrement des séminaires, également des rencontres, des rendez-vous hebdomadaires pour justement préparer donc une actions de manière globale. Ok, très bien. Alors justement, vous êtes une association qui s'adapte énormément aux conjonctures que l'on vit avec cette crise sanitaire. Donc, quel dispositif avez-vous pu mettre en place pour faire perdurer vos actions associatives? Alors justement, pour faire perdurer nos actions, comme tu l'as dit au début, en fait,
On est parti donc au dématérialisé. D'ailleurs, on le faisait déjà. Donc, des rendez-vous réguliers via Zoom le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc, d'ailleurs, vous pourrez retrouver donc, le lien sur notre page Facebook Réseau DMJ. En dehors de ça, on a mis aussi en place des protocoles. Par exemple, lors du dernier séminaire, on a justement mis un protocole qui nous permettait justement de pouvoir maintenir justement ce séminaire. Donc, il y avait des tests qui se faisaient tous les jours. Il y avait donc justement les espaces qui étaient réglés pour justement permettre d'accueillir justement donc les jeunes, mais également les intervenants. Et très cadré tout ça et on vous félicite pour votre régularité. Alors juste avant de finir, nous allons revenir justement sur votre actualité, sur ce que vous avez prévu pour 2022. Alors, en 2022, nous avons prévu de faire un séminaire à Marie-Galon. Et le séminaire à Marie-Galon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents espaces, mais également, on prépare aussi également le forum pour étudiants, donc les SFED, où justement il y a différents espaces pour rebondir, espaces retour au pays. L'actualité 2022 sera riche et on ne manquera pas justement de suivre un peu vos actions puisque le DMJ, comme vous l'avez bien compris, est un acteur fort dans la vie associative et surtout sur l'encadrement qui est permis aux jeunes. Et je tiens à féliciter cette initiative parce que pour avoir déjà travaillé à vos côtés, c'est vraiment toute une organisation qui est très bien ficelée, où il y a justement une répartition équitable des tâches de manière à ce que chaque jeune puisse trouver sa place et surtout puisse développer ses compétences. Et j'apprécie énormément justement cette formation qu'on vous propose pour pouvoir vous améliorer et aussi favoriser quelque part votre insertion professionnelle. On vous remercie beaucoup. On les remercie d'avoir été nos invités. C'est vrai que c'est une association très dynamique qui est bien implantée dans le paysage socio-culturel guadeloupéen. Et quand il y a aussi des sensibilisations à la vie citoyenne, pour ne pas dire politique aussi, le DMJ est engagé. On se souvient aux avant-dernières élections régionales, ce débat avec les têtes de liste qui avait été organisé par le DMJ avec un langage très jeune, sans langue de bois. Ce sont des initiatives très intéressantes que nous propose cette association. Merci en tout cas de nous avoir fait redécouvrir le DMJ et on va se diriger encore vers Skype. On va appeler Joëlle Badralou, notre chroniqueuse qui est avec nous depuis son salon, tout cosy, tout confort. Et elle va discuter aujourd'hui de cette façon de réenchanter les métiers de la restauration. Et donc nous retrouvons Joëlle qui est en duplex par Skype avec nous du fait du protocole Covid. Bonsoir Joëlle, rebonsoir. Alors vous allez nous faire découvrir comment réenchanter les métiers de la restauration. Oui, rebonsoir à toutes. Depuis le début de la pandémie, la restauration traverse une phase difficile et en ce moment notamment, ils ont du mal à recruter du personnel qualifié parce que dans le contexte de confinement, beaucoup de collaborateurs ont goûté aux joies du temps libre et certains n'ont pas eu envie de retrouver leur métier d'avant dans les mêmes conditions. Certains ont eu envie de reconversion et ce contexte crée des places en fait, des places vides, des places libres, une opportunité à saisir pour les jeunes. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous emmener à la rencontre de 4 jeunes, justement, qui s'investissent chez Maison Strazel. 4 jeunes passionnés. J'ai les noms. Jody Kloss, qui est artisan boulanger. David Jean, qui est chef de partie. Mathias Vertino, également chef de partie. Et Julien Strazel, à la tête de la structure. À la fin du reportage, on discutera ensemble.
faut vraiment aimer le domaine. C'est pas décourageant, mais c'est quelque chose qu'on aime. Parce que se lever entre 2 et 4 heures du matin, c'est pas tout le monde qui va se dire bon, allez, je vais aller me lever le matin pour aller faire du pain pour les gens, quoi. Ben, quand tu aimes bien voir les clients satisfaits de ce que tu produis et de voir aussi que tu as des bons retours, c'est ce qui fait plaisir, on va dire. C'est un métier que voilà, je ne me vois pas arrêter de sitôt, quoi. Même si plus tard je ne suis pas dedans, j'aurai une boulangerie, voilà, c'est l'objectif. C'est une passion. Exact, c'est vraiment une passion. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est un métier que j'exerce depuis 2 ans. C'est le service, c'est-à-dire servir le client, répondre aux attentes du client. Moi, c'est ce que j'aime. Je suis jeune, pour moi également, c'est une première aussi dans une entreprise où on est entouré qu'avec des jeunes. Mais je trouve que c'est bien, c'est une nouvelle dynamique. Je pense que c'est rare dans les entreprises de trouver autant de jeunes. Et on est motivé, on est prêt à travailler, donc on y va. On s'est lancé dans le projet, en espérant que ça va être un beau projet. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de continuer, de persévérer. On va toujours finir par trouver quelque chose pour nous, quoi. La restauration, c'est difficile, mais dans la vie, rien n'est facile. Il faut toujours continuer, se battre et on va obtenir ce qu'on veut, je pense, à la fin. C'est un vrai militantisme. Nous sommes aujourd'hui dans une situation sociale et économique qui il appartient à chaque chef d'entreprise dans son domaine respectif de mettre en avant les valeurs culturelles et les valeurs de notre département. Moi, dans mon métier aujourd'hui, j'ai décidé de faire valoir les compétences et la capacité de nos jeunes à émerger et à prouver qu'avec une formation guadeloupéenne et bien entendu une rigueur derrière, que nous sommes en capacité aujourd'hui de démontrer que nous avons envie et que nous sommes capables. Donc en fait, ça part d'un vrai militantisme et je revendique cette action. C'est pas toujours facile parce qu'il faut bien comprendre que les jeunes aujourd'hui, ils ont leur attitude, ils ont une façon, ils ont un look, ils ont un verbiage. Maintenant, nous avons l'expérience de tout ça, nous avons voyagé et nous sommes en capacité aujourd'hui d'être à l'écoute de ces jeunes et de leur démontrer à travers notre attitude personnelle, notre comportement, qu'il faut suivre la route. Et je suis assez surpris, ça fonctionne pas mal. C'est rare de trouver des patrons qui font confiance aux jeunes, qui leur mettent devant leurs responsabilités et qui leur font confiance à 100%. Je trouve que la restauration, quand on aime les pénibilités par rapport aux horaires, etc., c'est secondaire, car la passion passe avant tout. Et après, une fois que c'est bien organisé, on trouve le temps d'avoir le temps pour les activités, on trouve le temps pour les activités extérieures, la famille, etc. Je travaille avec des jeunes, principalement, parce que je connais leur savoir-faire, leur passion, leur bonne volonté. Et comme je dis, ce sont avant tout mes amis et ensuite mes collaborateurs. Et avec eux, ça se passe très bien en ce moment. Tout le monde accepte les responsabilités et s'en sort très bien au sein de l'entreprise. La restauration, c'est un super métier, mais c'est comme un peu dans tout, il faut être passionné. Il faut avoir l'envie de se lever le matin, de finir tard, de travailler quand tout le monde est en fête, tout le monde est en soirée, il faut travailler, le soir on finit. Et il faut nettoyer derrière, on a des horaires un peu compliqués, mais avec une bonne organisation, de bons collaborateurs qui travaillent, les mises en place sont faites et généralement ça se passe très bien et on prend du plaisir dans la cuisine. Généralement on rigole, on parle, mais le travail se fait en même temps parce qu'on a une conscience professionnelle également. On n'est pas là que pour s'amuser, mais on travaille également pour satisfaire les clients. Vous avez regardé l'heure? Il est 10h moins le quart. Oui, chef, on accélère. On accélère? Oui. Excellent reportage de nos équipes à la maison Strazel. Alors Joël, j'imagine que c'est à dessein que vous nous avez amené à la rencontre de ces jeunes de la maison Strazel. Oui, tout à fait. Je les suis en fait dans ma structure, ma Trendy Agency, une agence de consulting et de communication créée avec mon époux Charles Lebas. Et ce sont des jeunes passionnés, tous les 4 aiguillés par le chef Strazel avec énormément de bienveillance. Et je suis vraiment très contente de montrer, d'essayer d'inspirer de jeunes vers cette voie parce qu'il y a des places à prendre et on peut y prendre du plaisir. Petite anecdote, la semaine dernière, nous étions toutes à la table du chef Strazel à l'habitation Saint-Charles et la fille de Maëlle, qui est sur le plateau, Maëlle Félix-Henri, sa puce de 10 ans,
qui était à la table avec nous, à la table du chef, et on avait une vue directe sur les cuisines, avec le chef Strazel qui de temps en temps haussait le ton et elle me disait « Oh là là, ça va pas être facile de travailler dans des conditions comme ça, le chef, il n'a pas l'air content. » Et je lui expliquais les coulisses. Je lui disais « Mais en fait, c'est fait avec bienveillance. Le chef, il est très exigeant et tous ses collaborateurs acceptent ce climat parce qu'ils veulent tous porter haut les couleurs de la maison, de la table, dans un seul objectif, la satisfaction du client. Et tous, c'est ça leur récompense en fait. C'est pour ça qu'ils se lèvent le matin. Et je trouvais ça beau en ce mois de janvier, voilà, pour inspirer les jeunes d'aujourd'hui. Ah oui, mais inspiration totale. D'ailleurs, clin d'œil au chef Strazel qui nous a vraiment très bien accueillis avec générosité pour le déjeuner de rentrée de nouvelle année des experts au féminin. C'est vrai qu'on avait cette vue directe sur la cuisine. On a vu son dynamisme, sa façon de manager ses équipes. D'ailleurs, je me disais en le voyant à l'œuvre que on pourrait avoir une télé-réalité dans les cuisines du chef Strazel parce que vraiment ça, et je regarde Mario, notre coproducteur, pendant que j'ai dit ça peut être une idée. Ça donne vraiment le pouls d'une entreprise guadeloupéenne de très haut niveau puisque la table du chef Strazel n'a rien à envier à des chefs internationaux. On a des savoir-faire, on a des managers très bienveillants chez nous en Guadeloupe et je crois que ça pourrait faire l'objet d'une émission de télé-réalité assez intéressante et pourquoi pas donner envie aussi. Et puis petit clin d'œil à Julien Strazel qui s'est occupé de nous également. Et je regarde Amanda pendant que je dis ça puisque pendant le reportage, Amanda nous disait voilà, ça rehausse aussi l'image de la jeunesse. Ça fait très plaisir de voir des jeunes qui ont envie, qui ont la niaque surtout, puisque souvent, on va pas se mentir, quand on est jeune, ça peut être handicapant à l'image de certaines personnes, mais il y a aussi des jeunes qui ont envie de pousser, et ben, c'est bien pour ça que le chef Strazel, il met beaucoup de rigueur et ils acceptent. En tout cas, le résultat est au rendez-vous. Joël, merci beaucoup de nous avoir montré les coulisses de la maison Strazel et j'espère vraiment que cela donnera envie à d'autres jeunes de s'orienter vers ces métiers de service et de la bouche qui sont très prometteurs à l'image des métiers de l'hygiène et de la propreté comme de notre invité de la première partie. Et on se dit la semaine prochaine, j'espère, en plateau avec nous, Joël, en espérant que les protocoles Covid soient un petit peu plus souples, ou en tout cas au moins que la pandémie nous donne un petit répit. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous les filles. Alors Amanda, on termine avec vous et on va parler d'un sujet aussi sérieux, l'endométriose, qui a été déclarée longue maladie cette semaine la semaine dernière par le gouvernement, et on va avoir en duplex la présidente de l'association Liquide Chocolat. Qu'est-ce que cette association ? Alors, Liquide Chocolat, c'est une association qui encourage les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Alors, il faut savoir qu'une femme sur deux diagnostiquées sont atteintes d'endométriose parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui ne savent pas tout simplement qu'elles le sont. C'est une maladie, même si elle a été reconnue jeudi dernier comme longue maladie, qui reste méconnue malgré tout. Donc justement, on reçoit Élodie Nestor, qui est la présidente et qui va nous en dire plus sur cette maladie. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors Élodie Nestor, pouvez-vous nous en dire plus sur votre association, s'il vous plaît ? Alors, l'association Liquide Chocolat est une association de santé qui a été créée en mai 2018 dans le but d'accompagner justement les femmes ainsi que leur entourage à mieux vivre avec la maladie. Donc, pour cela, nous organisons des ateliers thérapeutiques, mais aussi des actions de sensibilisation au grand public pour que la maladie soit connue de tous et que les femmes se retrouvent moins souvent soit en attente du diagnostic ou dans la compréhension en tout cas de ce qu'elles vivent. Pour que tout le monde soit au clair, qu'est-ce que l'endométriose ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique qui est inflammatoire
Donc c'est beaucoup de termes pour simplement dire que finalement c'est une maladie qui est aussi dégénérative, complexe car elle est différente en fait pour chaque femme. Donc concrètement, ça va être quoi? Ça va être en fait des cellules similaires aux cellules qu'on retrouve au sein de l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est ce qui tapisse l'utérus. Et donc ces cellules, on va les retrouver un peu partout de façon anarchique dans le corps de la femme. Et elles vont continuer à fonctionner, elles vont avoir le même fonctionnement que les cellules de l'endomètre. Donc à chaque cycle, elles vont être inflammatoires, elles vont saigner et voilà, cela va provoquer énormément de douleurs et de symptômes invalidants chez les femmes. Pour la plupart, en fait, ce sont des symptômes qu'on retrouve le plus souvent au niveau digestif, mais encore une fois, ça varie d'une femme à l'autre. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en 2022, on arrive à trouver des alternatives pour pouvoir soulager les douleurs ou même soigner l'endométriose tout simplement? Alors, soigner l'endométriose, c'est tout l'enjeu en fait de ce qui se passe actuellement, de la stratégie qui a été annoncée dernièrement par le président, parce qu'à ce jour, il n'y a pas de traitement pour soigner l'endométriose, en tout cas pour guérir de l'endométriose. Par contre, oui, il existe des techniques de soins pour diminuer les symptômes et mieux vivre avec cette maladie. Donc, oui, alors, quelles sont les actions menées justement par votre association pour pouvoir encourager les femmes tout simplement? Alors, les actions menées concrètement pour les femmes, ce sont, comme je disais tout à l'heure, des ateliers thérapeutiques. Donc, on va les organiser sur différentes thématiques, en fait, en fonction des besoins des femmes. Donc, ça peut aller de la nutrition à la naturopathie. On a déjà fait aussi un atelier sur la sexothérapie. Nous organisons aussi des ateliers de yoga, de réflexologie. Enfin, vraiment, toutes les prises en charge possibles autour de l'endométriose pour soulager les femmes. Je revois les photos et du coup tout me revient. On a fait aussi des ateliers de danse parce que la danse est aussi un moyen de soigner les symptômes de l'endométriose tels que les douleurs pelviennes ou abdominales par la danse orientale qui mobilise énormément le ventre, mais aussi qui va aider à mieux gérer son stress et à se sentir mieux dans sa peau, dans son corps, voilà. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des besoins, des attentes des femmes et c'est vrai que souvent on fait des petits questionnaires au sein de notre association pour connaître en fait les attentes et voilà sur quelles thématiques elles veulent qu'on discute pour avancer ensemble en fait. Est-ce que cela vous arrive-t-il d'intervenir dans des collèges, dans des lycées pour pouvoir faire de la prévention au niveau des adolescentes? Alors complètement. On n'en a pas fait énormément à cause de la crise sanitaire, parce qu'en présentiel, c'est pas évident, mais on a quand même eu l'occasion d'en faire à distance. C'est essentiel parce que l'endométriose peut débuter dès les premiers cycles. Elle peut arriver à n'importe quel moment et être diagnostiquée à n'importe quel moment, mais plus on est informé tôt et mieux c'est. Et je pense notamment aux adolescentes qui sont souvent absentes quand elles ont leurs règles, qui ne peuvent pas pratiquer d'activité physique sportive et qui peuvent être parfois jugées par méconnaissance. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire, avec cette nouvelle loi qui a été votée, est-ce qu'on peut espérer un changement au niveau des soins, justement, dans l'endométriose, puisque j'imagine que beaucoup de jeunes filles ont recours régulièrement aux médecins, aux spécialistes? Complètement. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour la cause parce qu'effectivement, l'endométriose doit être prise en charge de façon pluridisciplinaire. Avoir un suivi avec son gynécologue, c'est très très bien, mais il faut aussi pouvoir avoir accès aux autres prises en charge. Je pense tout simplement aux soins de kiné qui jusque-là, les femmes étaient obligées soit d'avancer les frais, soit d'avoir une mutuelle, etc.
Bah là, avec cette reconnaissance en ALD, ces soins pourront être pris en charge à 100%, ainsi que les médicaments qui jusqu'ici ne faisaient pas partie en tout cas de ces prises en charge. Et puis, ça va encore plus loin parce que pour certaines femmes, elles sont amenées à partir en métropole pour les chirurgies. Et là aussi, grâce à cette reconnaissance en ALD, ces transferts pourront être pris en charge à 100%. Voilà. Je remercie Elodie Nestor pour votre intervention et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Elodie Nestor, et on salue l'association Liquide Chocolat qui œuvre vraiment sur le terrain, beaucoup d'ateliers de prévention de l'endométriose. Merci Amanda d'avoir fait ce focus très important, très sérieux, puisque c'est vrai pour tout ce qui concerne en général l'intimité, voire la gynécologie, quand il s'agit de ces sujets féminins, il y a beaucoup de préjugés et il y a beaucoup aussi de considérations machistes, sexistes aussi dans le milieu professionnel, il faut le dire, envers les femmes. On connaît cette petite phrase piquante que l'on envoie souvent aux femmes quand on considère qu'elles sont peut-être hors de leur champ, qu'elles ne sont pas contentes. On leur dit, on leur lance, tu as tes règles. Voilà, vous voyez, ce sont des choses que l'on connaît et ce sont, j'espère aussi, ce genre d'actions qui vont permettre de pouvoir dédramatiser et surtout de remettre l'église, le clocher au centre du village, que certains et que certaines aussi qui s'approprient ce type de langage puissent se dire qu'il y a de véritables problématiques, des enjeux de santé publique derrière ça, et on ne peut qu'espérer qu'avec cette loi, cette reconnaissance de l'endométriose comme longue maladie, qu'il y aura de véritables politiques publiques pour pouvoir accompagner ces femmes et faire en sorte que la société progresse. Merci mesdames encore de vos lumières pour ce numéro des experts au féminin. Pensée particulière pour notre ami Joël que l'on avait par Skype en duplex, et à vous chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le lundi 20h10 sur Éclair TV, et la suite sur nos réseaux sociaux. Bonne soirée.